sol nunca vai parar de brilhar como o meu coração. Eu sei que o mundo não vai parar de girar como o meu coração. Aussi Oui. du récit. La couverture, donc, on voit un paquet de lettres très surannées, couvert, enfin, ficelé avec une cordelette. Et cette idée m'est venue parce que, donc, on a parlé couverture après avec l'éditeur ou l'éditrice, avec Sidonie Messin d'ailleurs. Et on a évoqué plusieurs projets et j'ai écrit ce livre parce qu'un jour, en remettant de l'ordre mes papiers pour que si jamais je venais disparaître, que les enfants ne devaient pas être embarrassés avec quoi garder, qui garder, pas brûler de maman. Et je suis tombée sur une vieille boîte à chaussures, assez grande, et je ne savais plus ce que j'avais mis dedans. Et donc, j'ai soulevé le couvercle, et là-dedans, il y avait un paquet de lettres, plus d'une centaine, presque 120 lettres. Et alors ça m'a rejeté en arrière dans mon histoire, parce que ce sont des lettres qui m'ont été écrites par un pilote de chasse pendant la guerre du Vietnam. Et je l'ai rencontré en revenant passer mes vacances d'été au Vietnam, parce que je faisais déjà des études à l'UNB. J'étais en sciences politiques, et quand je suis revenue passer un été, et j'ai rencontré ce pilote de chasse, et j'habitais dans une pension de famille dont que sa mère tenait, et donc c'est pour ça qu'on s'est rencontrés. Et il était resté 3 jours là en permission parce qu'il venait de faire des missions très très suivies, très très fatigantes. Il a reçu une permission de 3 jours et moi j'étais là pour une semaine. Et pendant 3 jours, il m'a un peu emmené visiter, très galant, très, très gentleman. Et donc quand il m'a demandé s'il pouvait m'écrire quand je serais de retour à Bruxelles, je dis bien sûr et je lui ai donné mon adresse. Et là j'ai reçu presque 120 lettres de lui. Que je n'ai jamais revu, ce monsieur, jamais. Parce qu'après ça, la guerre s'est intensifiée et maman ne voulait plus que je retourne passer une vacances au Vietnam. Et après, la guerre a été gagnée par le nord-communiste que je détestais, et je déteste toujours d'ailleurs. Mais je parle comme ça, je parle très franchement. Et donc, je n'ai plus jamais revu, puisque je ne suis plus jamais retournée. Et donc, en revoyant ce paquet de lettres,
tout m'est un peu revenu avec la souffrance, la douleur, l'exil. J'avais déjà, quoi, 60 ans. Non, plus que ça, oui, un peu, quelque chose comme ça. Et puis tout m'est revenu et ça m'a donné, et je ne sais pas, ça m'a obsédée pendant longtemps, mais je n'ai pas écrit tout de suite sur Emmental, j'ai écrit d'autres livres que tu connais. Hein. Et, mais là, je devais le faire. Et donc, pour finir, on a parlé des couvertures et j'ai dit, ok, puisque c'était de là que j'étais partie pour écrire, donc on va faire la couverture avec ça. Et la graphiste a très très bien travaillé. Elle a vraiment un peu arrangé, mais je trouve que c'est très très beau. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Le monsieur aussi m'a écrit, hein, mais là je ne savais pas encore que je l'aimais bien. Bon, je l'aimais bien parce que je ne connaissais pas assez pour amoureux de lui. Non, le livre s'inspire de cette histoire, mais c'est une fiction. Donc ce n'était pas moi là-dedans, c'était une autre jeune femme, une autre étudiante qui parlait et qui d'ailleurs, dans la fiction, s'est mariée avec un Belge, un belgo-parisien, un franco-belge. Et donc elle avait pris ça et quand elle m'a soumis le projet, j'ai vu, c'est très très beau, et puis je regardais, j'ai vu que c'était mon nom, Thuy Nhan Nguyen. Je dis non, 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 c'est pas mon nom qui devait être là, c'est le nom du personnage féminin dans l'histoire, et pas le mien, parce que c'est une fiction. Alors elle a flouté un petit peu, elle a enlevé, mais elle a gardé mon adresse d'étudiante, qui est Émile Baline, près de l'UNB. Et donc, voilà l'histoire de la couverture. La couverture. On est un samedi d'août, le week-end devant soi. Sur la table, une enveloppe en papier craft. À l'intérieur, un papier entouré d'un papier cadeau fermé par un ruban satiné. Le ruban dénoué, le papier écarté, une enveloppe bleu clair contenant, selon toute vraisemblance, la lettre d'accompagnement à l'objet qui se trouvait en dessous. Un carnet de bonne épaisseur. Histoire de Kim Lan, le titre du carnet. Kim Lan, le nom sur lequel ses yeux brûlent toujours. 8 ans déjà. Elle est si jeune, à peine 16 ans. Qui m'a envoyé ça? Lance Clara le regard furieux. La jeune femme continue à foudroyer l'objet du regard, lequel ne tarde pas de devenir à ses yeux un cheval de Troie. Sur le rabat de l'enveloppe, un nom, une ville, un pays. L'expéditeur s'appelle Pham et habite Ho Chi Minh Ville au Vietnam. Sa main tremble quand elle extrait la lettre de son enveloppe et avant de la lire, elle regarde autour d'elle comme si elle était sur le point de commettre un délit. Comme si. Saigon, le 7 août 2004. Mademoiselle, je prends la liberté de vous écrire et de vous faire parvenir le carnet ci-dessous. J'y ai relaté l'histoire de votre mère. Cela m'a pris beaucoup de temps. Aussi, j'espère que vous réserverez un peu du vôtre pour le lire, même si votre colère est encore grande au souvenir de ce qui s'est passé. 8 ans ont passé, mais elle n'a pas oublié le chaos et le séisme. Le silence de sa mère n'avait jamais posé de problème à Clara. Il n'existait pas à la limite, car il avait toujours existé de la même façon, qu'à force d'être dans la pluie, on ne la sent plus. Vous y apprendrez sur votre mère ce qu'elle ne vous a pas dit, parce il dit des choses sur lesquelles on préfère ne pas revenir, ou on en est incapable tout simplement, tant elle nous brûle encore. Des mots, se fâche Clara. Il est vrai cependant que Kim Lan, sa mère, n'évoquait pas la terre d'où elle venait, et qu'elle était également muette sur ses proches, établis aux États-Unis, et sans leur grand-mère, Mian, qui venait les voir 2 ou 3 fois l'an, et qui leur parlait de leur oncle d'Amérique, Clara et son frère n'auraient pas su que leur autre famille existait. Que peut donc contenir ce carnet, sinon des choses qui brûlent? Je prends la relève. Qu'y a-t-il dans le carnet? Alors, il faudrait que je remette tout ça dans le contexte. Donc, il y a 8 ans auparavant, la mère de Clara, Kim Lan, tout à coup décide de quitter sa famille, où elle
où elle était très heureuse, un mari et 2 enfants. Et elle veut expliquer à sa fille pourquoi elle s'en va, mais sa fille, Kim Lam, qui avait 16 ans à l'époque, ne voulait rien entendre. Elle lui dit, quand on aime, on ne quitte pas. Si tu me quittes, c'est que tu ne m'aimes pas. Donc, je te renie. Et donc, elle a 16 ans, hein. C'est vraiment la passion de son âge. Et je voudrais vous lire un petit moment, un passage de ce moment-là. Donc, histoire de Kim Lam, le titre du carnet. Kim Lam, le nom sur lequel ses yeux brûlent toujours. Donc, Kim Lam, c'est le nom de la maman de Clara. 8 ans déjà. 8 ans depuis que, de teint pâle mais la voix passionnée, elle a prononcé ces paroles de non-retour. À partir de cette seconde, ne me parlez plus d'elle. Ne prononcez même pas son nom en ma présence. Je vous l'interdis. Elle n'existe plus pour moi. Son père, son frère Riri, ne disaient rien, ils savaient. Les autres étaient proprement scandalisés. Elle était si jeune, à peine 16 ans. Que sait-on de la vie à cet âge? Et depuis quand renie-t-on sa mère? Et elle de leur répondre, le cœur fermé et les poings serrés, que seul l'insomniaque sait combien la nuit est longue, que seul le bonsaï sait ce qu'il a enduré d'avoir été taillé dans sa chair, que seuls ceux qu'on aime ont le pouvoir de nous faire mal, et qu'il n'existe qu'une façon de leur ôter ce pouvoir, ne plus les aimer. Il fallait-il avoir 100 ans pour le savoir. Alors ce carnet est une blague, une très mauvaise blague, et en aucun cas il n'a sa place chez elle. Comme sa mère n'a plus la sienne dans sa vie, depuis qu'elle est partie, les laissant tous les trois, son père, son frère et elle, dans la maison vide, dans la maison froide, dans la maison plongée dans l'absence, comme dans une chambre mortuaire, avec un silence sépulcral pour unique musique. Et donc voilà pourquoi Clara a renié sa mère. Et la question qui se posera tout au long de ce livre, c'est de savoir si elle va lire le carnet, si elle va vouloir apprendre la raison pour laquelle sa mère est partie, parce que l'auteur qui lui a envoyé ce carnet espère qu'en apprenant pourquoi sa mère est partie, elle comprendra et elle se réconciliera avec sa mère. L'auteur qui dit les incendies des forêts finissent toujours par s'éteindre. Pourquoi pas ceux des âmes? Donc l'incendie qui a enflammé le cœur de Clara, qui avait 16 ans, qui avait enflammé parce que sa mère était partie, parce qu'elle avait failli mourir à cause de cela, tellement elle souffrait, et tellement son père en souffrait. Il y avait 12 souffrances en une, la sienne et de voir son père souffrir. Est-ce qu'elle va lire ce carnet? Est-ce qu'elle se dit, c'est fini? Moi, je ne veux plus rien avoir avec ça, elle est partie, elle a fait son choix, moi j'ai fait le mien. Et la question va se poser là, sinon tout au long de ce livre, va-t-elle le faire, va-t-elle pas le faire? Va-t-elle lire ce livre, ne va-t-elle pas le lire? Et si elle le lit, qu'est-ce qu'elle va décider? Aller retrouver sa mère, parce qu'une mère, on n'en retrouve pas 10, on n'en retrouve pas une fois qu'on l'a perdue. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Et c'est vraiment... Je crois que... Est-ce que je peux encore parler, Willy? Moi, je n'ai rien dit. J'ai l'impression que je parle trop. Et alors, parfois, dans ce livre, je ne me suis pas amusée, mais je me suis attachée à jeter mes personnages dans des dilemmes, dans des choix où on ne peut vraiment pas choisir, parce que où tu vas là, et où que tu ailles, tu laisses la moitié de ton soi dans l'autre. Donc c'est déchirant. Et je me suis attachée à jeter mes personnages dans ce genre de dilemme, et avec cruauté, je les ai regardés, se dépatouiller, vraiment s'arranger pour pouvoir, mais qu'est-ce que je vais faire? Alors moi je voudrais que tous ceux qui vont me lire, qui m'ont lu comme Monique, ou qui vont peut-être me lire, se posent la question. Qu'est-ce que je ferais à la place de cette femme, à la place de cet homme, à la place de cette jeune fille, de cette
jeune femme. Qu'est-ce que je ferais? Et si vous arriviez à vous poser cette question, alors moi, j'aurais été satisfaite d'avoir écrit ce livre. Parce que j'y évoque beaucoup de choses. J'y évoque des légendes du Vietnam, j'y évoque la culture du Vietnam, j'y évoque le confucianisme qui explique beaucoup de choses, j'y évoque le bouddhisme. Parce que quand j'écris un livre, surtout sur le Vietnam, ce n'est pas un livre que j'écris sur une histoire, c'est tout le Vietnam, toute la culture dont j'ai été séparée pendant 50 ans, que je veux faire revivre dans quelques pages. Et si vous saisissez le sens que j'ai voulu imprimer à mes livres, bon, C'est que tu l'as bien écrit. Pas celui-ci, hein, les 3 premiers et celui-ci, Voilà. alors j'aurais été mais vraiment comblée, je serais comblée. Mais l'écriture aide justement le lecteur à bien découvrir parce que l'écriture est fluide. Oui. L'écriture est comme ton verbe, il est bien fleuri. Mais j'ai tellement de mots, parfois voilà. tout à l'heure on me disait combien de temps tu écris par jour. Je dis mais de 8h du matin jusqu'à 8h du soir quand je suis en crise. Tellement ça devait sortir, je devais les trier, je devais les remettre en place, mais il fallait que ça sorte. Et parfois les 9/10 de ce que j'écris, je les balance, je les élimine, mais je ne les jette pas tout, hein. Je les mets en dessous à la fin de mon manuscrit, parce qu'avec cette expérience, je sais que parfois je dois retourner, les reprendre et les remettre. Et une fois que j'ai effacé une phrase, je ne peux plus l'écrire comme elle a été écrite depuis le début. Donc voilà, je n'élimine rien jusqu'au moment où le manuscrit est accepté, édité, alors là, et encore, hein, parce que ça pourrait toujours servir pour un autre livre. Tout ce qui sort de ton imagination, de ton vécu, qui le brûle, qui l'incendie, c'est difficile de l'éteindre. Donc je garde toujours, parce que, comme je disais tout à l'heure, ce livre-ci, qui est l'histoire de la séparation avec mon ex-mari, j'ai écrit et j'ai fait le deuil de cette histoire. Fini, terminé. Celui-ci, dans tous les livres que j'ai écrits à part celui-ci, c'est-à-dire 4 livres, celui-ci compris, j'ai essayé de faire le deuil du deuil de mon pays. Mais c'est un deuil impossible. Je ne peux pas faire le deuil de mes origines, je ne peux pas faire le deuil de mes racines, je ne peux pas faire le deuil de ma patrie. Et donc, et tant que je ne peux pas faire ce deuil, je continue à l'écrire. Vas-y. Parce que lui, c'est le Manitou. Hein. Tout à l'heure, on parlait de la couverture du livre. Hein. On parlait de cet officier pilote de guerre, là, qui s'est trouvé... et puis, donc, voilà. Je ne vais pas en dire plus, je dis seulement qu'on est maintenant le 30 avril 1975. C'est le dernier jour de la guerre. Le Nord va l'emporter. Les tanks communistes du Nord sont en train d'entrer dans Saigon. Et ce pilote de guerre, ce pilote de chasse, et donc tout le monde, tous les Vietnamiens, beaucoup de Vietnamiens ont assiégé l'ambassade des États-Unis. Je crois que vous vous rappelez encore ces histoires des hélicoptères qui décollaient. C'était un pont aérien pour évacuer les derniers Américains et les Vietnamiens qui avaient un laissez-passer qu'on appelle les élus. Et donc parmi la foule qui assiège l'ambassade américaine ce jour-là, il y a lui. Il est là, agrippé à la grille, comme un naufragé s'accroche à sa bouée, comme un damné se cramponne à son salut, comme un amant étreignant l'aimé pour la dernière fois. Il est là, agrippé à la grille, et sauf à lui trancher les mains, nul ne lui ravira sa place. Face à lui, de l'autre côté des barreaux, des soldats, casqués, armés, vêtus de gilets pare-balles, ils défendent à coups de keep away, hystériques, entrecoupés de tirs de semonce, l'accès aux bâtiments qui se tressent dans leur dos et transformés en camps retranchés depuis plusieurs jours. Derrière lui, c'est la cour des miracles. Hommes, femmes, vieillards, enfants, valides, non-valides, debout, assis, couchés, tous frissonnant dans la fraîche du petit matin, tous le visage fatigué et le corps harassé. Tous la peur au fond des yeux et l'espoir au fond du cœur. L'espoir de pouvoir partir. Au-dessus de sa tête, des hélicos,
énorme oiseau d'acier sans ailes, évacuant dans un bruit d'enfer un balai sans grâce, et autant que faire se peut les candidats à l'exil, c'est-à-dire eux tous en bas, eux tous, sauf un, lui. Mais pourquoi est-il là s'il ne veut pas quitter son pays? Il est là pour chercher quelqu'un qui le peut. Il est là pour chercher un élu. Sous son blouson, la lettre. Il y a passé la soirée et une bonne partie de la nuit. Dehors, l'horizon flambait, la terre s'ouvrait, les rivières vomissaient le sang. Dehors, poignardé, incendié, son pays se mourait. Et lui, assis à son bureau, il écrivait, passionnément, douloureusement, la lettre de la dernière heure, dont il caressait chaque mot, embrassait chaque phrase, pensant à l'instant où elle la lirait. Et alors, où qu'il soit, il le sentirait, et vivant ou mort, il serait heureux. Non, on ne sait pas si elle va partir. Alors une question, on avait déjà un peu parlé de ça. Tes deux grands garçons d'1m80, 1m90, 1m95. 2 mètres. 2 mètres. Parlent comme nous et ne parlent pas comme toi. Oui, je vais t'expliquer. Parce que, évidemment, moi, c'est extraordinaire. Et c'est pour vous dire un petit peu que dès l'enfance, les premiers mois, les premières années, tout s'ancre dans le personnage. Comment se fait-il qu'on ne parvient pas à gommer ce qu'un enfant de 1, 2, 3 ans vient d'assimiler et qu'au bout de 25 ans, tu n'as pas su changer cet accent que tu as gardé. Tu m'as expliqué le pourquoi du comment, mais dis-le une fois en public. Alors, je ne sais pas si c'est scientifiquement prouvé, mais le vietnamien est une langue monosyllabique. D'abord, il s'écrit les lettres de l'alphabet comme vous, ABCD. Ça, c'est grâce, ou c'est à cause, j'en sais rien, d'un missionnaire portugais qui est venu évangéliser ce territoire de l'autre bout du monde et qui a commencé à alphabétiser les Vietnamiens avec ABCD. Donc, à partir de, je crois, de la fin du XVIIIe siècle, on a commencé à utiliser les lettres, comme vous ici. Mais c'est monosyllabique. Par exemple, ici, vous dites magnifique, ou en anglais, on dit beautiful, marvelous. Nous, on dit them. Et chaque mot, c'est syllabique. C'est manger. Il n'y a pas de mot qui soit plusieurs syllabes. Donc, c'est pour ça que je parle d'une façon un peu saccadée, parce que chaque mot, chaque mot, chaque mot. Et c'est pour ça que, voilà, même si j'ai été élevée dans un pensionnat catholique où par les Vietnamiens était interdit, on devait faire les lignes, je dois passer par les Français à l'école sans ligne. Et même si j'avais étudié le français depuis ma toute première scolarité et que j'ai poursuivi ici à Bruxelles l'université et que j'ai épousé un francophone de Flandre, donc qui parle français, je garde toujours cette intonation un peu très monosyllabique de ma langue d'origine. Et c'est ça peut-être qui n'est pas aussi fluide que comme vous, merveilleux, beautiful ou magnifique. Nous on dit des fois, c'est fini. Et c'est peut-être pour ça que j'ai conservé cet accent qui est un peu mes origines. Et pourtant, je ne peux pas écrire en vietnamien. Quand j'écris un roman, je n'ai pas assez de vocabulaire en vietnamien, parce que j'ai fait toutes mes études en français. Parce qu'au pensionnat, maman ne venait me chercher jamais. Elle avait une cause politique qui lui paraissait plus importante que d'aller chercher sa fille à l'école, bien qu'elle m'aimait. Sinon, elle ne m'aurait pas mis dans une école qui coûte la peau des fesses. Et donc, elle ne venait jamais me chercher. Et moi, je faisais que lire. Un jour, je me rappelle très bien, j'avais 10 ans. Tous les élèves étaient sortis. C'était dimanche. Tous les élèves étaient sortis. Moi, j'étais là avec quelques-unes. Je ne sais pas où les autres étaient. Et je me promenais dans cette école où je venais d'arriver il y a quelques semaines. Et déjà, maman m'abandonnait. Bon. Donc, je me promenais et je passe devant une salle. Et ça sentait tellement bon. Et il y avait une sorte de mystère, d'aura qui se dégageait de cette salle. Et moi, petite fille de 10 ans, je step in, je rentre. Et l'odeur était l'odeur de la cire du plancher, on est ciré.
Et cette pièce, elle est grande comme celle-ci. Elle était tapissée de livres, mais de bas en haut, de haut en bas, dans des armoires, soit avec des vitres, soit sans vitres. Et jamais de ma vie, j'avais vu autant de livres. Et j'étais tellement émerveillée. Je me disais, mais zut, mais tous ces gens qui ont écrit, mais qu'est-ce qu'ils veulent écrire tout ça? Et j'étais en train de m'émerveiller, criant en vietnamien, ni on sait quoi, je lis tellement de livres. Et alors, une sœur, une religieuse, une française, qui s'appelait Sœur Thérèse, tout à coup, j'entends une voix derrière moi. Ah, il y a beaucoup de livres, tu dis. Et elle parlait en vietnamien. Et moi, je croyais que c'était une vietnamienne. Et je me retournais, et c'était une française. Elle est arrivée très longtemps. Et donc, je dis, oui, j'ai jamais vu autant de livres, c'est merveilleux et tout. Et elle m'a appris m'a incité à la lecture. Avec elle, je lis toute la bibliothèque, même le dictionnaire. Tellement je m'ennuyais parce que maman ne venait me chercher pas. Donc elle avait tout fait pour m'apprendre le français, mais elle n'avait pas réussi à ôter mon accent. Et voilà comment on en arrive à écrire. En français. Parce que le Vietnam s'était fait, comme beaucoup de pays, par invasion, par conquête et par des guerres. Et donc, le Vietnam était divisé en plusieurs, en trois parties, le nord, le centre et le sud. Pendant la guerre du Vietnam, il n'y avait que deux parties, le nord et le sud, parce que le centre était rattaché au sud. Et alors, pour nos ancêtres, donc, quand qui dit guerre, dit seigneur de guerre. Il n'y avait pas encore des généraux, ni de lieutenant-colonel, ni de... Donc, des seigneurs de guerre. Et donc, nos ancêtres, selon qu'ils se ralliaient à un tel seigneur de guerre ou à un autre, adoptaient le nom de ce seigneur de guerre. Et Nguyen est un très, très grand seigneur de guerre. Beaucoup de Vietnamiens, dont les ancêtres s'appellent Vietnamiens, parce que leurs ancêtres avaient tout simplement rallié un seigneur Nguyen. Et donc, disons qu'il y a en tout et pour tout 10 ou 15 noms de famille. Nguyen, et tous venaient de chefs de guerre, de seigneurs de guerre. Et donc nous, on hérite en fait des sensibilités politiques de nos ancêtres. Hein, parce que bon, même si Nguyen avait été un tyran, on restait avec le nom. Mais maintenant, avec le temps, hein, il n'y avait plus cette symbolique de seigneur de guerre, mais il n'en demeure pas moins que nous. Moi, je m'appelle Nguyen comme des millions de Vietnamiens s'appellent Nguyen, et ce n'est pas pour autant que j'ai un lien de parenté avec eux. C'est pour expliquer le fait que, oh, mais je te connais, c'est un cousin, une cousine à toi, elle s'appelle Nguyen. Et bien, enfin, j'ai des millions de cousins, de cousines à travers le monde. Hein. Pour en revenir à ta langue, si je peux encore parler un peu, moi, j'écris en français. Mais j'ai beaucoup de problèmes avec le genre, masculin ou féminin, parce que chez nous, il n'y a pas de genre. Très très peu de genre. Alors moi, je me dois trouver, je dis, mais ça, dilemme, c'est la dilemme ou le dilemme. Parfois, je dois quand même réfléchir une seconde avant de... Donc, c'était pas automatiquement... Mais pourtant, j'écris très très... Je crois que j'ai une qualité d'écriture qui passe, mais pour le genre, ça c'est une chose. Deux choses. Nous, on n'est pas compliqué. On n'a pas de conjugaison. Quand on dit hier, c'était le passé. Donc, ce n'est pas la peine de dire hier, je suis allé. Hier, je vais. Et quand tu entends hier, tu sais que c'est passé. Demain, je vais. Et quand tu es demain, tu dis demain, je vais. Pas demain, j'irai. C'est vraiment, c'est très simple. Mais ça existe, la conjugaison existe pour la littérature raffinée, pour la poésie, parce que ça enjolive la phrase de A, c'est beau, mais dans le langage courant, tu ne vas jamais entendre un Vietnamien ou une Vietnamienne dire hier je suis allé, hier je suis. Hier, il y a... Les traducteurs doivent savoir. Alors chez nous, ici, il y a non seulement la conjugaison, mais il y a la concordance des temps. My goodness. Ça, c'est le... Et comment on fait pour traduire un livre vietnamien? C'est vrai. Hein? Comment est-ce qu'un traducteur fait pour traduire un livre vietnamien, par exemple, en français? Du français au vietnamien ou du français au vietnamien? Du vietnamien en français. Ben, il doit connaître la langue. Hein? Il doit connaître, il doit conseiller la langue. Moi, je pourrais le faire. Oui, sauf si je vais hier, demain, aujourd'hui. Oui, mais lui, il n'a qu'à adapter. Hein? Et avec ce hier, il sait qu'il doit mettre en français « je suis ».
et pas je vais. Hein? Parce qu'il doit connaître, il doit posséder cette nuance, cette nuance, tu vois. Et demain, il va pas dire demain je vais, il va dire parce qu'il y a demain, il va dire en français j'irai. En vietnamien, il dit demain je vais. Hein? Oui, demain je vais aller. Oui, mais ça c'est aussi un futur proche. Hein? La parole. Tu peux poser une question à Philippe? Oh, Juliette, tu n'as encore... Combien de temps tu as mis pour écrire ton roman? Ah, oh là là, très vite. Ça a commencé quand? Alors, entre vraiment le moment où j'ai commencé à écrire et le moment où j'ai terminé le tout premier jet, ça a été rapide. Hein. Il m'a fallu 1 mois et demi, peut-être, quelque chose comme ça. Un bon mois. Il faisait le trick, là. Hein, mais il était beaucoup plus épais que celui maintenant. Donc après, il y a eu tout un travail d'évolution et entre le moment où j'ai vraiment commencé le projet et la publication, il y a eu 3 ans. Ouais, ça ne m'étonne pas. C'est surtout dans la réécriture. Mais le premier jet qui a vraiment formé la base, ça a été rapide. Mais comme j'ai lu ton livre, j'ai vu que, tu sais, au début, tu parlais un peu de remerciements. Oui. Tu disais qu'un livre ne s'écrit jamais seul, quelque chose comme ça. Moi, j'ai toujours écrit mes livres seuls. Je n'ai jamais eu de petite première lectrice, premier lecteur. J'ai toujours fait ça. Et après, j'ai Vincent, envoyé à Vincent, c'est pas un lecteur? Non, Vincent, je peux raconter cette une anecdote assez amusante. Oui. Vous connaissez Vincent Hegelin, c'est l'auteur qui a écrit Retour à Monte-Carlo, qui a eu un grand succès. Le miroir des illusions. Oui, il a beaucoup, entre autres, Maramis. Miramis Salade, dernièrement. Oui, il fait beaucoup, il écrit. Et donc, moi j'ai toujours écrit, et quand mes amis me disaient que j'avais une belle écriture et que je pouvais penser peut-être à faire un roman ou quoi, je n'avais pas confiance dans la vie de mes amis. Je me disais qu'ils me disaient ça pour me faire plaisir. Mais j'écrivais tout le temps, et quand j'écrivais seule devant mon ordi, un jour je me suis dit, il faut que je rencontre quelqu'un qui est dedans, un professionnel qui puisse me donner un avis sur mon écriture, si ça vaut la peine que je continue, ou si je l'oublie, je vais planter des fleurs. Alors je me suis inscrite à un atelier d'écriture qui s'appelle Université européenne de l'écriture, qui est en face de chez vous, là. Et l'année où je me suis inscrite, Vincent venait donner cours. Et donc c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Vincent. Et au début, on était plus d'une trentaine, avec un seul professeur. Et moi, j'y allais avec l'intention d'avoir un avis. Et avec une trentaine, le prof n'avait pas le temps de lire ton texte et de te dire nanana, rien du tout. Mais avec le temps, le nombre d'étudiants diminuait. Et au dernier cours, destin ou miracle, je ne sais pas pourquoi, cette intuition était fermée. Alors on est devant la grille à dire mais pourquoi c'est fermé? Et comme je n'habite pas loin, je dis bon, on vient chez moi, on donne cours, c'est dommage de rater un cours. On était 4 étudiants avec Vincent et c'était 1 kilomètre de chez moi, on est allé chez moi, on a donné cours. Et à la fin du cours, Vincent nous dit, maintenant vous n'êtes plus que 4. Donc je vous propose à ceux qui veulent de m'envoyer un texte de 3 pages A4. Vous écrivez, vous m'envoyez par la poste et je lis et je vous donne à chacun un avis circonstancié. Je suis très occupée, donc vous avez 2 mois, après j'ai des copies parce que Vincent enseigne l'écriture à lui et chroniqueur, dramaturge, écrivain lui-même. J'ai entendu ça, dès qu'ils sont partis, j'ai sauté sur mon ordi, je ne l'ai plus jamais quitté, je ne mangeais plus, je ne dormais plus, je faisais que écrire. On avait 2 mois. C'est beaucoup de mois pour 3 pages. Oui, je suis aussi. Mais il n'y avait pas que 3 pages. Et à la fin, ma copie est faite et je n'osais pas l'envoyer par la poste. J'avais peur que ça s'égare. J'ai tapé, j'ai conduit jusqu'à chez lui, à O1. J'ai été le mettre dans sa boîte aux lettres sans aller sonner à sa porte, boîte aux lettres. Et puis je rentre chez moi. Une semaine après, il y a Vincent qui écrit en mail, Madame, je vous ai envoyé, je vous ai demandé 3 pages, vous m'en envoyez 200. Alors il me dit, mais j'aurai jamais de temps. Déjà moi j'écris, j'ai pas le temps d'écrire, il y a des copies à corriger, et je sais si, une pièce théâtre à monter, des interviews, des chroniques dans le soir. J'aurai jamais le temps d'écrire, de vous lire. Alors je lui ai écrit en retour par mail quelque chose comme ma copie est entre vos mains, vous faites ce que vous voulez. Moi c'est fini. C'est entre vos mains, vous faites ce que vous voulez. Alors, par pitié, il écrit
je vais essayer, mais je ne vous promets pas. Hein. Vraiment, je ne vous promets pas. Je vais voir. Je dis, vous faites ce que vous voulez. Et puis, je vais en Californie visiter ma mère et ma famille là-bas en Californie. Et plusieurs du temps passe. Et moi, je dis game over. Hein. Il n'y a plus. Parce que game over. Voilà. Vincent m'a oublié. Donc. Et puis, tout à coup, c'était en octobre. Je reçois un mail de Vincent. Et il commence et il me dit, Madame, je déteste lire des manuscrits parce que je dois toujours les refuser. Alors là, je me dis, game definitely over. Et puis, je lis le paragraphe suivant et il me dit, mais votre roman m'a enchanté. Je viens d'être nommé directeur littéraire chez Lupire. Si vous voulez, on va commencer nos carrières ensemble, vous, votre carrière d'auteur, et moi, ma carrière de directeur littéraire. Est-ce que vous êtes d'accord? Dis, Marianne, ça c'est le jackpot, hein, ça. Et c'est le manuscrit du journaliste français qui va recevoir le prix des lycéens, hein, Oui. quand même. Et donc c'est pour ça que... Mais Pourquoi je te raconte ça? Mais quand tu dis que tu écris toute seule, Fou. d'après ce que j'entends, c'est pas parce que tu as peur de recevoir du feedback, parce Non. que tu as recherché le feedback dans ce cas-là. Je voulais, parce que je ne sais pas à qui, parce que j'avais pas confiance en moi. Je ne voulais pas aller emmerder les gens, leur demander, lis un peu pour voir ce que j'ose pas faire cette démarche d'aller présenter mon manuscrit et de chercher un premier lecteur, une première lectrice. Et la seule chose que je pouvais faire, c'est m'inscrire à un atelier d'écriture pour rencontrer quelqu'un qui pourrait me donner son avis. Mais même maintenant, je n'ose pas présenter mes manuscrits. Hein. Je vois directement à l'éditeur. Hein. Il n'y a pas de premier lecteur, il n'y a pas de première lectrice. C'est vrai, Peut-être certains temps. Hein. c'est vrai que c'est difficile. Hein, C'est difficile de dire, tu ne veux pas, je n'ai pas assez confiance. Non, mais là, tu as eu l'intuition. Oui, là j'ai été. Ouais. Je ne sais pas si c'est le destin ou c'est moi qui ai forcé le destin. Hein. Tu un peu forcé, je crois. Et quand je raconte ça, on me dit c'est un conte de fées, et moi je dis c'est un conte de fées ou c'est du toupet. Et 200 pages. Les fées ont du tout. C'est gai comme une écriture, parfois on vit des histoires comme ça. Alors, deux beaux ouvrages, Ma traversée de Bruxelles de Paul Le Gobert, et ici Le Jardin sauvage, qui sont de magnifiques dessins avec deux très beaux textes de part et d'autre. Fort intérieur de Thierry Wertz, avec Demain n'existe pas encore. Le Scarabée et les étoiles de Marianne. Alors, le livre de Philippe dont on a parlé, il ne nous a pas encore tous exterminés, donc il peut nous voilà. Donc la liste alpha et les différents ouvrages de Joseph qu'il a avec lui, voilà ce que nous avions à vous présenter ce soir. Eu sei que o sol nunca vai parar de brilhar como o meu coração. Eu sei que o